Imaginez un peu le tableau. Chloé, une femme pétillante dont la carrière de designer s'était mise en veilleuse pour Antoine, son mari, étoile montante de l'architecture. Ils étaient en Italie, censés s'imbiber de romantisme, n'est-ce pas? Que nenni. Antoine était avec sa clique de copains de fac. Imaginez une bande de gamins fortunés qui n'ont jamais manqué de rien, célébrant leur annuel virée entre mecs. Et moi, Chloé, j'étais la potiche de service, traînée là à contre-cœur. J'avais supplié Antoine de lever le coude au déjeuner, pressentant l'orage, mais ces types? Ils jetaient de l'huile sur le feu. Elle te tient la bride courte, mon vieux, à Gromley-Benoît, un des acolytes d'Antoine, brandissant une autre bouteille de Chianti comme s'il s'agissait de la coupe Stanley. Quand, finalement, j'en ai eu assez et que je me suis levé pour m'éclipser, Antoine, grisé par le vin et l'ego blessé, m'a suivi à l'extérieur. La discussion? Disons que des années de ressentiment latent ont finalement explosé, transformant une charmante placette italienne en champ de ruines verbales. Alors, le coup bas est arrivé. Ton sac, il a ton passeport, au moins? A raillé Antoine, un rictus désagréable illuminant ses yeux avant de sauter dans le siège conducteur de sa Fiat de location. Tu te débrouilleras. T'es tellement intelligente, toujours à me dire ce que je dois faire. Les feux arrière ont clignoté puis se sont éteints, me laissant là, bouche bée, l'écho de leur rire, surtout le suffisant, on va voir comment elle rentre. De l'ami d'Antoine, Laurent flottant dans le crépuscule. Il va revenir, ai-je murmuré, les quelques phrases italiennes que j'avais à moitié apprises avaient maintenant un goût de cendre dans la bouche. Les habitants, sirotant leur Aperol Spritz, me jetaient des regards en coin. Ce petit village pittoresque, du genre carte postale, m'a soudain paru sinistre. Une heure s'est éternisée, le ciel prenant la couleur d'une contusion. 80 € et 37 $ dans mon portefeuille. Un billet aller simple pour un endroit décent? Oubliez ça. Mes cartes de crédit? Bien gardées dans le portefeuille d'Antoine, l'abruti. J'ai trouvé une pension miteuse au-dessus d'une boulangerie, de celle où les draps avaient probablement plus d'histoire à raconter qu'un roman d'Hemingway. La patronne, une vieille nonna adorable qui parlait autant anglais que moi italien, m'a juste tapoté le bras, les yeux emplis d'une sympathie qui allait droit au cœur, plus que n'importe quel sermon. Mon téléphone? Un mur de briques silencieux d'Antoine. 27 appels directs à la messagerie vocale. Messages distribués, les doubles coches bleues se moquant de moi avec leur statut non lu. Benoît, Marc, chacun de ces crétins dans la voiture? Bloqué. Une vague froide de panique m'a envahi. Ce n'était pas une blague de pochard. C'était une humiliation calculée, de sang-froid. Le sommeil est arrivé par saccades, interrompu par des vérifications désespérées du téléphone et la lancinante prise de conscience que j'étais véritablement et absolument seule. Le matin a apporté une pincée de faux espoirs. Peut-être qu'Antoine ferait une scène de comédie romantique, apparaissant avec des roses et des excuses larmoyantes, me reprochant d'avoir surréagi à sa blague. Je serais furieuse, bien sûr, mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous recoller les morceaux de notre vie soigneusement organisés à Bordeaux, où Antoine était l'architecte star et moi, son épouse dévouée, gérant notre élégante maison en pierre et son agenda social tout aussi élégant. Mes propres rêves de design? Rangés comme de vieilles déclarations d'impôts. Mais Antoine n'est pas apparu dans sa rutilante voiture de sport italienne. Au deuxième jour, je rationnais mes euros. Un triste panini était mon seul repas pendant que j'arpentais le périmètre du village, un fantôme hantant les charmants cafés et trattoria, cherchant le moindre signe de leur groupe de touristes. À la tombée de la nuit, l'amère vérité m'a frappé. Ils étaient partis. Florence les appelait, et je n'étais pas sur la liste des invités. Au troisième jour, le patron d'un café au visage aimable, me voyant traîner comme un chat errant, m'a offert un espresso gratuit, et dans un anglais hésitant, m'a indiqué la polizia locale. L'officier là-bas? Il semblait aussi surpris que si je lui avais demandé mon chemin pour la meilleure gelatria du coin. Touristes abandonnés. Apparemment, c'était monnaie courante. Son anglais limité et mon italien inexistant ont abouti à un rapport déposé et un haussement d'épaules compatissant, aussi utile qu'une moustiquaire sur un sous-marin. Cet après-midi-là, debout devant la vitrine d'un prêteur sur gages encombrés, le poids de ma réalité m'écrasant comme un semi-remorque, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Mon alliance. Un diamant de 2 carats, la mise à niveau d'Antoine pour notre 5e anniversaire, remplaçant la simple bague avec laquelle nous avions commencé. Le prêteur sur gage m'en a offert une misère, mais c'était suffisant. Suffisant pour la prochaine étape, où qu'elle soit. L'Amérique? Appeler la famille? A suggéré le prêteur sur gage, comptant les euros. J'ai hoché la tête mécaniquement, mais à l'intérieur, une autre sorte de rébellion était en train de germer. La famille signifiait des explications, signifiait entendre l'inévitable, je te l'avais dit, de ma mère à propos du tempérament d'Antoine,
signifiait affronter des amis qui avaient vu les fissures dans notre mariage que j'avais travaillé si dur à dissimuler. La gare routière était un espace silencieux et résonnant, le panneau électronique affichant des destinations qui sonnaient comme si elles appartenaient à un magazine de voyage, pas à ma vraie vie. Un bus de nuit pour Rome, point des ferries pour ailleurs. Un endroit où Antoine et sa bande ne penseraient pas à chercher, s'ils prenaient la peine de le faire. Mon doigt a flotté au-dessus du numéro de mon père dans mes contacts. Un appel, et un billet d'avion pour la maison se matérialiserait. Un appel, et je serais de retour dans la cage dorée que j'avais construite, rétrécissant lentement pour m'adapter à l'ego et aux exigences croissantes d'Antoine. Un souvenir a surgi, net et inopportun. Antoine, plaisantant, mais pas tout à fait, en cachant mes portfolios de design quand j'avais mentionné l'idée de reprendre le travail à temps partiel. Pourquoi compliquer les choses ? Avait-il demandé, sa voix douce comme de la soie. Nous n'avons pas besoin de l'argent, et j'ai besoin que tu te concentres sur notre vie. J'avais ri à l'époque, jouant le rôle de l'épouse compréhensive. Mais assise dans cette gare routière crasseuse, les néons bourdonnant au-dessus de ma tête comme des abeilles en colère, j'ai vu les choses telles qu'elles étaient, une autre barrière dans l'enclos qu'il avait construit autour de moi. « Où allez-vous » a demandé la guichetière, une femme plus âgée avec des yeux qui en avaient vu d'autres, observant la bataille intérieure qui se reflétait sur mon visage. « La Grèce, ai-je répondu, la décision se solidifiant au moment où le mot quittait mes lèvres. Le village côtier le plus éloigné où vous pouvez m'emmener. 14 heures plus tard, je suis descendu en titubant du dernier bus, mon corps une symphonie de douleur due aux sièges inconfortables et à la tension accumulée. L'air, dense du parfum de sel et d'oliveraie, m'a frappé comme une promesse. Des bâtiments blanchis à la chaux brillaient sous le soleil implacable d'un village dont le nom était un mélange de voyelles et de consonnes que je n'ai même pas essayé de prononcer. Mon téléphone était mort quelque part entre les pays, une rupture finale avec mon ancienne vie. Mon estomac a grondé en signe de protestation, un écho creux du vide intérieur. Le poids de tout ce que j'avais fait, ce qu'on m'avait fait m'a oppressé, les bords de ma vision se sont brouillés sous l'épuisement. J'ai erré vers ce qui semblait être le centre du village, 3 jours de tumulte émotionnel m'ayant laissé à vif, oscillant entre une rage incandescente envers Antoine, la peur glaciale de mon avenir incertain et une dangereuse, inattendue lueur de libération. Mes derniers euros ? Suffisamment pour peut-être 2 nuits dans la chambre la moins chère. Après ça ? Rien, point, pas de plan, pas d'amis, pas de mots dans la langue locale au-delà d'un pathétique « s'il vous plaît » et « merci ». Mais quand le soleil s'est couché sous l'horizon, peignant les eaux de la mer égées de teintes dorées et roses, un calme s'est installé en moi, une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Antoine avait voulu me donner une leçon sur la dépendance. Au lieu de cela, l'idiot m'avait accidentellement libéré. Le soleil grec frappait avec la fureur d'un amant éconduit tandis que je m'éloignais en titubant du village, mes pieds hurlant dans les sandales peu pratiques que j'avais emportées pour faire du tourisme, pas pour survivre à l'apocalypse. Ma bouteille d'eau était vide depuis des heures, et le cocktail toxique de déshydratation, de faim et d'épuisement émotionnel faisait tanguer et vaciller le monde. Des arbres verts argentés bordaient le chemin poussiéreux, leurs feuilles scintillant comme un mirage. Des oliveraies, ai-je faiblement réalisé, juste avant que mes genoux ne se dérobent. Le sol s'est précipité vers mon visage, mais l'impact a été amorti, distant. L'obscurité a glissé vers les bords de ma vision, un étrange calme m'a envahi. Abandonné par mon mari dans un pays étranger, m'effondrant seul dans un autre. Cela semblait étrangement tragique. Mes yeux se sont fermés, cédant à l'épuisement qui s'était accumulé depuis que le visage suffisant d'Antoine avait disparu dans ce virage italien. Fosmo Kira ? Une voix de femme, douce mais forte, a percé la brume. Des mains calleuses, douces mais fermes, m'ont retourné. Un visage âgé a nagé dans ma vision, de profondes rides gravées autour d'yeux bons et pleins d'inquiétude. Des mots grecs rapides ont jailli, suivis d'une gourde fraîche pressée contre mes lèvres. L'eau m'a ranimé suffisamment pour m'asseoir, bien que ma tête tourne encore comme un manège cassé. Hélène, a répété la femme, se pointant du doigt. J'ai faiblement imité le geste. Alexandra. Hélène m'a aidé à me relever, sa petite silhouette étonnamment forte alors qu'elle soutenait mon poids. Elle a pointé une maison de campagne en pierre nichée parmi les oliviers, faisant des mouvements de marche avec ses doigts. J'ai hoché la tête, trop faible pour résister, tandis qu'Hélène me guidait lentement en haut de la colline. La cuisine de la maison de campagne m'a enveloppé de l'arôme terreux des herbes suspendues aux poutres en bois et de quelque chose de savoureux mijotant sur un vieux poêle. Hélène m'a assise à une table en bois usé avant d'appeler. Une voix d'homme a répondu, et quelques instants plus tard, un vieil homme au visage buriné par le soleil et à la moustache argentée est apparu à la porte, s'essuyant les mains avec un torchon. Nikos, a dit Hélène, le présentant, son mari. Nikos a hoché la tête avec prudence, ses yeux interrogateurs mais pas hostiles.
Hélène a pressé un verre d'eau fraîche dans mes mains, suivi d'une assiette de soupe simple. Mon estomac a grondé en signe d'approbation, provoquant un sourire chaleureux d'Hélène. La nuit s'est déroulée dans un flou de communication brisé. J'essayais d'expliquer ma situation étrange avec un mélange pathétique d'anglais, de gestes et finalement de larmes. Hélène a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement, bien que je sache que les détails se perdaient dans la traduction. Nikos est resté silencieux mais attentif, posant occasionnellement des questions qu'Hélène traduisait avec des gestes expressifs. Ils m'ont offert leur chambre d'amis, un espace simple avec des murs blanchis à la chaux et un lit étroit recouvert d'un couvre-lit fait main. Trop épuisée pour discuter, je me suis effondrée dans un sommeil bien nécessaire. Le matin est arrivé avec le chant des coqs et l'arôme enivrant du pain frais. Des vêtements propres, une simple robe de coton et un cardigan qui semblait avoir des décennies mais sentait le linge fraîchement lavé, étaient pliés au pied de mon lit. Ils étaient amples mais représentaient un changement bienvenu par rapport à mes vêtements tachés du voyage. Dans la cuisine, Hélène a souri radieusement en me voyant, servant immédiatement du café fort et du pain frais arrosé d'huile d'olive et de miel. Avec la lumière du jour est arrivée une vague de honte. Ces étrangers m'avaient accueilli sans hésitation, m'avaient nourri, m'avaient vêtu. Je devais expliquer, proposer de payer, aller de l'avant. À travers un anglais hésitant et l'application de traduction sur mon téléphone maintenant chargé, grâce à un adaptateur que Nikos avait produit magiquement, j'ai tenté de transmettre ma gratitude et mon intention de retourner au village. Le visage d'Hélène s'est immédiatement assombri. Elle a vigoureusement secoué la tête, pointant la pluie qui battait maintenant les fenêtres, puis mes pieds encore empoulés. « Reste », a-t-elle insisté, l'un des rares mots anglais que je lui avais entendu prononcer. « Repose-toi ». Pendant les 3 jours suivants, j'ai fait plusieurs tentatives pour partir, chacune se heurtant à une résistance douce mais ferme. Une fois, mon sac à main à la main et mes chaussures aux pieds douloureux, Hélène m'a intercepté à la porte, son expression si sincèrement blessée que la culpabilité m'a envahi. Hélène a pris ma main et m'a conduite à une petite boîte en bois sur la cheminée. En l'ouvrant, elle a révélé des photographies. Ses doigts ont tremblé tandis qu'elle pointait une jeune femme avec les yeux d'Hélène et le sourire de Nikos. « Sophie », a-t-elle dit doucement, puis a pointé au loin, imitant un avion qui décolle. « Australie ». Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'elle faisait un mouvement de bercement, puis a tenu sa main à hauteur de la taille, indiquant un enfant. « Petit-fils », a-t-elle réussi à dire en anglais, pointant une photo plus récente d'un bébé. « Ne pas voir. » Les pièces du puzzle se sont assemblées. Hélène voyait en moi une remplaçante pour sa fille absente, une présence pour combler le vide immense laissé derrière elle. Au lieu de me sentir manipulée, mon cœur a ressenti de la douleur pour la perte d'Hélène. J'ai lentement hoché la tête et remis mon sac à main au crochet près de la porte. Chaque jour apportait de nouvelles routines alors que je m'intégrais progressivement à la vie de la ferme. Hélène m'a montré comment ramasser les œufs des poules couveuses sans les envoyer dans une frénésie de plumes, comment étendre le linge pour que la brise de montagne le sèche parfaitement. Nikos m'a patiemment appris à identifier les mauvaises herbes dans le potager, sa main calleuse me corrigeant doucement lorsque j'arrachais par erreur une herbe parfumée. Le travail était physique, très éloigné de ma vie soigneusement organisée à Bordeaux, mais satisfaisant d'une manière que j'avais oublié qui existait. Mon corps, habitué aux salles de sport design et aux routines d'exercice mesurées, a protesté au début. De nouvelles ampoules ont fleuri sur mes mains, et des muscles que je ne savais pas avoir criés chaque nuit. Mais chaque jour qui passait, la douleur diminuait et ma force augmentait. Le voyage vers ce village grec perdu s'est apparenté à une épopée digne d'un documentaire de survie, la caméra et les commentaires dramatiques en moins. Une odyssée éreintante faite de bus nocturnes exhalant une vague odeur de diesel et de snacks non identifiés, de ferries tanguant et chaloupant sur une égée turquoise, et encore des bus, chacun semblant plus vétuste et brinque-ballant que le précédent. Le sommeil était un luxe que je pouvais à peine m'offrir, mon corps une constante plainte de muscles ankylosés et le bourdonnement sourd de l'anxiété pour seule compagnie. Mon téléphone, que son petit cœur électronique repose en paix, restait obstinément inerte, une brique inutile au fond de mon sac à dos de plus en plus léger. Lorsque j'ai enfin trébuché hors du dernier bus, dans un village dont le nom sonnait comme un éternuement suivi d'une voyelle, l'air du petit matin m'a frappé comme un mur de fragrance chaude. Le parfum de sel, mêlé à l'odeur terreuse des oliveraies et des herbes sauvages, contrastait violemment avec les gaz d'échappement et le café rance de mon périple. Des maisons blanchies à la chaux, agrippées à flancs de collines comme des cubes de sucre, scintillaient sous le soleil méditerranéen implacable. C'était beau, indéniablement, mais j'étais dans un état bien trop lamentable pour l'apprécier. L'épuisement avait peint de sombres cernes sous mes yeux, et la faim me rongeait l'estomac comme une vermine persistante. Le poids de ma situation, l'abandon, l'incertitude, l'audace pure de la cruauté d'Antoine pesaient sur mes épaules, un fardeau physique presque aussi lourd que l'émotionnel. Les bords de ma vision nageaient,
et une vague de vertige menaçait de me faire m'effondrer sur le chemin poussiéreux. C'était ça, pensais-je, le bout du rouleau. Échouer en Italie, m'écroulant en Grèce. L'ironie ne m'échappait pas, même dans mon état affaibli. J'ai commencé à errer sans but vers ce qui semblait être le centre du village, un amas de petites boutiques et de tavernes agglutinées autour d'une place ensoleillée. 3 jours de tumulte émotionnel, d'oscillation entre une rage incandescente envers Antoine et une peur profonde de l'inconnu, m'avaient laissé à vif et vulnérable. Les quelques euros restants, serrés dans ma paume moite, ne dureraient pas longtemps. Peut-être 2 nuits dans la chambre la moins chère que je pourrais trouver. Après ça, aucune idée. Pas de plan, pas d'amis, aucune maîtrise de la langue locale au-delà d'un marmonnet, paracalo et efaristo. Alors que je trébuchais le long d'un mur de pierre recouvert de bougainvilliers aux couleurs vibrantes, le monde a commencé à s'incliner. Le soleil implacable, la déshydratation, le pur épuisement émotionnel, tout me rattrapait. Mes genoux se sont dérobés, et le sol poussiéreux s'est précipité vers mon visage. Mais l'impact a été étrangement amorti, comme si je tombais dans un rêve. L'obscurité a glissé vers les bords de ma vision, un calme étrange, presque paisible, m'a envahi. Fosmo Kira? Une voix de femme, douce mais ferme, a percé le voile tourbillonnant. Des mains calleuses, étonnamment fortes, m'ont retourné. Un visage âgé, gravé de profondes rides autour d'yeux bons et inquiets, a nagé dans ma vision. Des mots grecs rapides ont jailli, un flot mélodieux de sons que je ne pouvais pas comprendre. Puis, une gourde fraîche a été pressée contre mes lèvres. L'eau, simple et pure, m'a ranimé suffisamment pour m'asseoir, bien que ma tête tourne encore comme un gyroscope brisé. Hélène, a répété la femme, sa voix douce, pointant un doigt noueux sur sa propre poitrine. Moi, la gorge encore râpeuse de poussière, j'ai réussi une faible imitation. Alexandra, ai-je murmuré, le nom sonnant étrange et fragile sur ma langue. La petite silhouette d'Hélène, étonnamment robuste, m'a aidé à me relever, soutenant mon poids avec une force inattendue. Elle a pointé une maison de campagne en pierre nichée parmi le verre argenté des oliviers, faisant de lents et délibérés mouvements de marche avec ses doigts. J'ai hoché la tête, trop faible pour résister, mon corps reconnaissant de ce soutien. La présence d'Hélène était un phare dans ma tempête personnelle. La cuisine de la maison de campagne était une explosion sensorielle d'arômes réconfortants. L'odeur terreuse des herbes séchées suspendues aux poutres en bois, le riche et savoureux fumet de quelque chose mijotant sur un vieux poêle, la douce fragrance des figues mûres. Hélène m'a assise à une table en bois usé, dont la surface était lisse par des générations d'usage, avant d'appeler en grec. Une voix d'homme, profonde et résonnante, a répondu d'une autre pièce. Quelques instants plus tard, un vieil homme au visage buriné par le soleil et à la distinguée moustache argentée est apparu à la porte, s'essuyant les mains avec un torchon décoloré. « Nikos », a dit Hélène, le présentant avec un sourire chaleureux. Nikos a hoché la tête avec prudence, ses yeux, bien que remplis d'une tranquille curiosité, ne contenaient aucun jugement. Hélène a pressé un verre d'eau fraîche dans mes mains tremblantes, suivi d'une assiette de soupe simple et parfumée. L'arôme seul a suffi à faire rugir mon estomac comme un train de marchandises. Hélène a gloussé, un son chaud et réconfortant. La nuit s'est déroulée sur un rythme lent et doux de communication brisée. J'ai tenté d'expliquer ma situation étrange, une pantomime pathétique d'une dispute, d'une voiture qui s'éloigne et d'un voyage désespéré. J'ai utilisé les quelques mots grecs que je connaissais, complétés par des gestes de main de plus en plus frénétiques, et finalement, des larmes d'épuisement et de soulagement. Hélène a écouté attentivement, hochant la tête avec une compréhension qui transcendait le langage. Nikos est resté la plupart du temps silencieux, son regard fixe et observateur, posant occasionnellement des questions qu'Hélène traduisait avec des sourcils levés expressifs et des gestes. Sans un mot, ils m'ont offert leur chambre d'amis, un petit sanctuaire blanchi à la chaux avec un lit étroit recouvert d'une épaisse courtepointe faite main. Trop épuisé pour protester, je me suis effondré dans la douce étreinte du matelas, le parfum de lavande et de bois ancien me berçant dans un sommeil profond et sans rêve. La bonté inconditionnelle de ces étrangers était un baume pour mon âme blessée, un contraste saisissant avec la cruauté insensible que j'avais vécue si récemment. J'étais arrivé en Grèce brisée et seule, mais dans le paisible sanctuaire de cette ferme d'oliviers, une fragile graine d'espoir a commencé à germer. La vie à la ferme d'oliviers était à des années-lumière de l'existence méticuleusement planifiée que j'avais connue à Bordeaux. Adieu les séances de spinning matinales et les repas biologiques portionnés avec précision. Mes journées commençaient désormais avec le chant des coqs et l'arôme fort et terreux de la terre. Hélène, avec une patience qui ferait pâlir un saint, a commencé à m'enseigner le rythme de la ferme. La récolte des olives était une tâche éreintante mais étrangement satisfaisante. Sous le soleil grec implacable, j'ai appris à manier les longs râteaux en bois, persuadant doucement les fruits mûrs et sombres des vieilles branches de tomber sur les filets tendus en dessous. Mes mains,
douces de citadine, ont rapidement développé des callosités, un signe d'honneur gagné par un travail honnête. Nikos, un homme de peu de mots mais d'une immense connaissance, m'a montré l'art subtil d'identifier les olives parfaites, celles destinées à leur précieuse huile vert émeraude. Les trier, assises sous l'ombre tachetée d'une pergola couverte de vignes, était un processus méditatif, chaque olive inspectée, touchée et placée avec soin. Hélène m'a également initiée au secret de la cuisine grecque traditionnelle. Oubliez les magazines gourmands et les recettes compliquées. La cuisine d'Hélène était un royaume d'instinct et de tradition. Un peu de ceci, un peu de cela, disait-elle, ses mains se mouvant avec une grâce pratiquée tandis qu'elle pétrissait la pâte pour le pain croustillant ou mélangeait des légumes vibrants avec de l'huile d'olive et des herbes parfumées de son jardin. Moi, initialement maladroite et incertaine, j'ai progressivement appris à faire confiance à mes sens, les arômes et les textures me guidant. Les repas simples et sains que nous partagions autour de la table en bois usé étaient à des années-lumière des dîners élaborés que j'avais organisés pour les collègues d'Antoine, mais ils me nourrissaient d'une manière que ces événements chics n'avaient jamais fait. Le travail physique et la nourriture simple et saine ont opéré une transformation en moi. La tension persistante qui avait été une compagne constante dans mon ancienne vie a commencé à se dissiper, remplacée par un tranquille sentiment de bien-être. Mon corps, autrefois tonique mais souvent stressé, est devenu plus fort et plus résistant. Le poids qu'Antoine critiquait subtilement, c'est « quelques kilos en trop », qu'il mentionnait avec une cruauté désinvolte, a fondu, remplacé par du muscle maigre. Même ma peau semblait respirer plus facilement, rayonnant d'un éclat naturel qu'aucune crème coûteuse ne pouvait reproduire. La langue est devenue un autre pont entre moi et ma nouvelle vie. Hélène, avec une patience infinie et une malice pétillante dans les yeux, est devenue ma tutrice. Je butais sur les conjugaisons des verbes et les déclinaisons des noms, provoquant souvent des rires avec mes prononciations amusantes. Nikos, bien que plus silencieux, offrait de douces corrections et des hochements de tête encourageants. Lentement mais sûrement, les sons mélodieux du grec ont commencé à prendre sens, débloquant une nouvelle couche de connexion avec les gens et la terre qui m'entourait. Un après-midi, alors que j'aidais Hélène à trier de vieilles photographies, je suis tombée sur une boîte remplie d'esquisses et de dessins. Ils étaient d'Hélène, de ses jeunes années. Des designs audacieux et imaginatifs pour des maisons et des meubles. « Tu aimes ?» a demandé Hélène, ses yeux brillants. Une étincelle s'est allumée en moi. Ma propre passion pour le design d'intérieur, longtemps inactive sous le poids de mes obligations conjugales, s'est réveillée. Je lui ai montré quelques-uns de mes anciens portfolios de design sur mon téléphone ressuscité, les rendus vibrants contrastant violemment avec la simplicité rustique de la maison de campagne. Hélène était captivée, ses doigts traçant les lignes des créations. « Belle pensée », disait-elle, sa validation un baume pour mon âme créative longtemps négligée. Hélène m'a encouragée à redessiner, me fournissant du papier et des crayons, son soutien silencieux une puissante affirmation. À mesure que mon grec s'améliorait, j'ai commencé à m'aventurer dans le village, mon appréhension initiale cédant la place à un ténu sentiment d'appartenance. Yana, la tisserande dont l'étal jouxtait le mien au marché hebdomadaire, est devenue une amie spéciale. Une femme vibrante d'une quarantaine d'années, veuve mais dotée d'un esprit vif et d'une perspective pragmatique, Yana me rappelait ma colocataire de l'université aux États-Unis. Nos conversations, un mélange animé de mon grec encore imparfait et de l'anglais étonnamment excellent de Yana, allaient des commérages du marché aux stratégies commerciales en passant par des réflexions plus personnelles. Stavro, le jovial propriétaire de la taverne locale, est devenu un autre allié inattendu, me saluant toujours d'un retentissant « Yaza » et d'une amicale tape dans le dos. Le sentiment de communauté dans le village était une révélation pour moi. Les gens prenaient soin les uns des autres, offrant leur aide sans rien attendre en retour. J'ai été invitée à des réunions impromptues sur la plage, à des célébrations de fêtes de Saint-Patron remplies de musique et de rire, même à une réunion du comité du village étonnamment intéressante sur le prochain festival d'été. Chaque invitation, chaque repas partagé, chaque conversation maladroite tissait un autre fil dans le réseau de connexion qui lentement mais sûrement me maintenait à flot. Puis est arrivé le jour où Hélène et Nikos m'ont fait asseoir à la table en bois usé dans la cuisine, leurs expressions sérieuses mais bienveillantes. « Alexandra », a commencé Nikos, son anglais soigneusement choisi, « nous voulons parler affaires avec toi. » Mon cœur a fait un bond. Avais-je fait quelque chose de mal ? Était-il temps pour moi de partir ? Hélène a traversé la table, sa main calleuse recouvrant la mienne d'une manière rassurante. « Nous vieux maintenant », a-t-elle expliqué, se pointant elle et Nikos. 68, 70 ans. Nikos a hoché la tête solennellement. Pas d'enfant ici. Sophie, ne pas revenir. Les yeux d'Hélène se sont voilés d'une tristesse familière. Nous pensions prendre retraite bientôt. 2, 3 ans. Mais Olivier. Nikos a fait un large geste vers les oliveraies à l'extérieur. 200 ans.
Besoin de jeunes mains. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge alors que le poids de leur offre tacite commençait à m'apparaître clairement. Hélène a souri, ses yeux se plissant au coin. Toi apprendre vite. Travailler dur. Nous enseigner tout. Elle a tendu ses mains, offrant non seulement un emploi, mais un avenir. Affaire, à toi. La proposition m'a stupéfiée. Ils me connaissaient à peine, cette Américaine qui avait trébuché dans leur vie il y a quelques mois à peine. Pourtant, ils étaient là, m'offrant une part de leur héritage, l'opportunité de construire quelque chose de réel. Mais je ne sais pas assez, ai-je balbutié, submergé. Les arbres, la presse, le côté commercial. Le regard de Nikos était ferme. Toi apprendre. Nous enseigner. Pas de hâte. Ce soir-là, sous le ciel étoilé grec, mon apprentissage a pris une nouvelle dimension. Je n'étais plus seulement une paire de mains supplémentaires. On m'offrait un avenir que je n'avais pas osé imaginer, l'opportunité d'appartenir véritablement. Les mois se sont fondus en saison sous le soleil chaleureux de la Grèce. Mes mains, autrefois douces et soignées, étaient maintenant calleuses et fortes, intimement familières avec l'écorce rugueuse des oliviers et la fraîcheur soyeuse des fruits mûrs. Mon grec avait progressé de balbutiements hésitants à des conversations assurées, bien que parfois grammaticalement aventureuses. La ferme, autrefois un refuge, était devenue mon foyer. Hélène et Nikos étaient plus que de simples employeurs. Ils étaient une famille, leur acceptation silencieuse et leur soutien inébranlable un contraste frappant avec l'amour conditionnel que j'avais connu avec Antoine. Puis, le passé a frappé à la porte, ou plutôt, est remonté un chemin poussiéreux dans une élégante voiture de location argentée. C'était Antoine. Après tout ce temps, après des mois d'un silence bienheureux, il m'avait finalement retrouvé. Apparemment, son ego blessé et les questions de plus en plus insistantes de son cercle social bordelais l'avaient finalement poussé à l'action. J'étais dans le hangar de transformation avec Nikos, goûtant méticuleusement des échantillons d'huile d'olive, l'arôme pénétrant et fruité emplissant l'air, quand Hélène est apparue à la porte, son sourire chaleureux habituel remplacé par une expression tendue et inquiète. « Il est là », a-t-elle simplement dit, le poids des mots planant lourdement dans la pièce baignée de soleil. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un mélange primitif de colère et d'une étrange curiosité presque détachée. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier de travail usé, l'odeur familière des olives m'ancrant. Inspirant profondément l'air parfumé, je suis sortie. Il était là. Antoine. Debout à côté d'une berline argentée ridiculement brillante qui semblait complètement déplacée dans le décor de l'humble maison de campagne et des vieux oliviers. Des lunettes de soleil de créateur posées sur ses cheveux parfaitement coiffés, il examinait les bâtiments de pierre délabrés avec un air visible de dédain. Il portait la tenue de voyage décontractée mais coûteuse que je connaissais si bien d'innombrables voyages d'affaires. Un pantalon chino ajusté et une chemise boutonnée qui coûtaient probablement plus que les bénéfices d'une semaine de notre huile d'olive. Il ne m'a pas remarqué tout de suite, me donnant de précieuses secondes pour me calmer, pour me rappeler la femme que j'étais devenue. Cet homme, qui avait autrefois été le centre de mon univers, semblait maintenant d'une certaine manière plus petit, moins substantiel sur la toile de fond de ma nouvelle vie. Antoine, ai-je appelé, ma voix étonnamment calme, ferme. Il s'est retourné, et la surprise qui s'est peinte sur son visage était presque comique. Ses yeux ont parcouru mes bottes de travail robustes jusqu'à mes bras bronzés par le soleil, s'arrêtant sur mes cheveux non coiffés, retenus en une simple queue de cheval. Le ton familier de désapprobation qui autrefois m'aurait fait me précipiter pour corriger tout ce qu'il trouvait à redire me submergeait maintenant à peine, comme une vague contre un rocher solide. « Mon Dieu, Chloé, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» a-t-il demandé, sa voix chargée d'incrédulité et d'une pointe de dégoût. « La vie est passée, ai-je répondu, avançant à pas mesurés vers lui, le gravier crissant doucement sous mes bottes. « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine ?» Il a retiré ses lunettes de soleil, son charme habituel se glissant en place comme un masque bien rodé. Il a tendu les bras, un geste qui autrefois aurait fait fondre ma résolution. « Je suis venu te ramener à la maison, bien sûr. Ça a assez duré, tu ne crois pas ? Quel que soit le point que tu essayais de prouver. » « Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, ai-je interrompu, m'arrêtant bien hors de sa portée. Il s'agit de construire une vie. » Son sourire a vacillé. Derrière lui, j'ai entendu le tranquille raclement de pas d'Hélène et Nikos sortant de la maison, leur présence un silencieux témoignage de solidarité. Bien qu'ils ne puissent pas comprendre l'anglais rapide, ils se sont placés en vue, gardiens silencieux prêts à intervenir si nécessaire. Antoine les a remarqués, son expression se durcissant. « Ce sont ces gens avec qui tu as séjourné ? Ils t'ont retenu ici ? Parce que si c'est le cas. Ils m'ont appris, ai-je coupé court, ma voix ferme. La culture des oliviers, la communauté, la bonté inconditionnelle. J'ai désigné les vastes oliveraies qui nous entouraient.
Je suis maintenant copropriétaire. J'ai une affaire ici. L'incrédulité a clignoté sur son visage, rapidement suivi du dédain que je connaissais si bien. Une affaire, Chloé? Soyons sérieux. Tu es designer, pas agricultrice. C'est une phase mange, prie, aime après notre petite dispute? Dispute? Ai-je répété, un rire amer s'échappant de mes lèvres. Tu admets enfin que tu n'aurais pas dû me laisser en Italie? C'était une stupide erreur d'ivrogne? Tu t'es excusé? Quand, Antoine? Dans quel univers me traquer et exiger que je rentre compte comme des excuses? Sa mâchoire s'est serrée, son charme habituel s'évaporant comme la brume matinale. Très bien. Je suis désolée de t'avoir laissé en Italie. C'était immature et incorrect. C'est ce que tu voulais entendre? Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? Pourquoi m'as-tu même cherché, Antoine? Ai-je demandé, mon regard inébranlable. Des mois se sont écoulés. Pourquoi maintenant? Il s'est agité, regardant Hélène et Nikos qui nous observaient attentivement, leurs expressions illisibles. Pouvons-nous discuter de ça en privé? Dans la voiture, peut-être? Ils ne parlent pas anglais, Antoine, ai-je dit, ma voix plate. Et je n'ai rien à leur cacher. Pourquoi maintenant? A-t-il insisté à nouveau? Ses épaules se sont légèrement affaissées, la façade soigneusement construite se fissurant enfin. Tes parents ont appelé. Des amis posent des questions. Des clients se demandent pourquoi tu n'es pas à la maison quand ils nous rendent visite. Ça fait. Il s'est arrêté, incapable d'exprimer la véritable préoccupation. Mauvais pour ton image? Ai-je terminé pour lui, un sourire ironique jouant sur mes lèvres. Ça a nui à notre réputation, a-t-il corrigé sèchement. Notre vie ensemble. Celle que nous avons construite pendant 10 ans de mariage. Celle que tu as construite, ai-je rétorqué, ma voix basse mais ferme. Dans laquelle je suis progressivement devenu rien de plus qu'un accessoire à ta réussite. Dis-moi, Antoine, as-tu même remarqué à quel point j'étais malheureuse avant l'Italie? Est-ce que ça t'importait? Son expression s'est assombrie, un éclair de la vieille colère revenant. Nous avions une bonne vie, Chloé. Une belle maison, la sécurité financière, le respect dans la communauté. Que pouvais-tu vouloir de plus? Un but, ai-je répondu, mon regard parcourant la ferme baignée de soleil. De la connexion. Le contrôle sur mes propres décisions. J'ai désigné la petite maison en pierre derrière moi. J'ai trouvé les 3 ici, dans un endroit que tu considères comme primitif et arriéré. Ce n'est pas toi, Chloé, a-t-il insisté, une note de désespoir glissant dans sa voix. La Chloé que je connais ne choisirait pas le travail manuel et la pauvreté plutôt que le confort et la position. J'ai souri, un sourire sincère et sans contrainte qui n'atteignait pas mes yeux. Tu as raison, Antoine. La Chloé que tu connaissais ne l'aurait pas fait. Mais cette femme est morte en Italie, le jour où son mari l'a abandonnée comme une mauvaise blague. La femme qui se tient devant toi a fait des choix différents. Hélène s'est alors approchée, ses yeux croisant les miens avec une profonde compréhension. Elle a glissé un document plié dans ma main. L'accord de partenariat, écrit en grec avec des traductions en français, le symbole de ma nouvelle vie. Bien qu'elle n'ait pas pu suivre nos paroles, Hélène avait senti l'importance du moment. J'ai déplié le document et l'ai tendu à Antoine. J'ai des liens légaux ici maintenant, Antoine. Une société commerciale. Des responsabilités envers des gens qui me valorisent pour mes contributions, pas pour mon apparence ou mes relations sociales. Son visage est devenu rouge de colère. C'est ridicule, Chloé. Quel que soit le jeu auquel tu joues. Ce n'est pas un jeu, ai-je dit, glissant ma main dans ma poche pour en sortir l'enveloppe que Katharina, l'avocate du village, avait préparée. Ce sont les papiers du divorce, Antoine. Déjà déposés. Avec des dispositions pour le partage des biens. Il a regardé l'enveloppe comme si elle pouvait spontanément s'enflammer dans sa main. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas tout jeter par la fenêtre pour ça? Il a fait un geste dédaigneux vers la modeste ferme, les vieux arbres, la vie simple que j'avais adoptée. Je ne jette rien, Antoine, ai-je dit, ma voix inébranlable. Je choisis quelque chose de mieux. Quelque chose de réel. J'ai fait un pas en avant, plaçant l'enveloppe dans sa main crispée. Tu m'as laissé, Antoine. Tu es parti en riant. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je trouve mon chemin sans toi. Ses doigts se sont refermés instinctivement autour des papiers, son expression passant de la surprise à la colère et finalement à une fierté blessée. Tu vas le regretter, a-t-il dit, mais la menace sonnait creux, même à ses propres oreilles. Quand la nouveauté s'estompera et que tu continueras à porter des olives sous un soleil de plomb à 60 ans, tu te souviendras de ce à quoi tu as renoncé. Peut-être que je le ferai, ai-je concédé, mon regard ferme.
Mais je préfère risquer de regretter les décisions que j'ai prises plutôt que de vivre avec la certitude de regretter celles qui ont été prises pour moi. Nikos s'est alors avancé, posant une main calleuse sur mon épaule, son toucher une silencieuse réaffirmation. Bien qu'il n'ait pas pu comprendre notre échange, il a reconnu la finalité dans notre langage corporel. Il a parlé à Antoine en grec, son ton ferme mais pas désagréable. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» a demandé Antoine, sa voix plus petite maintenant, une lueur d'incertitude dans ses yeux. Il a dit que la route pour Athènes est dangereuse après la tombée de la nuit. Ai-je traduit, mon regard ne quittant jamais celui d'Antoine. Tu devrais partir maintenant pour arriver en ville avant la nuit. Antoine a regardé tour à tour Hélène, Nikos et moi, réalisant finalement que ce n'était pas une négociation, une supplique pour qu'il revienne. C'était un adieu. Sans un autre mot, il s'est retourné et a regagné sa rutilante voiture de location argentée, les papiers du divorce serrés dans sa main. La voiture a disparu sur le chemin poussiéreux, ne laissant derrière elle que la faible odeur d'échappement et le tranquille bourdonnement de la campagne grecque. Hélène a glissé sa main dans la mienne, son toucher chaud et réconfortant. Ensemble, nous nous sommes tournés vers la maison de campagne, ma maison désormais aussi. Le travail de la soirée nous attendait, des échantillons d'huile d'olive à cataloguer, le dîner à préparer, l'inventaire du marché de demain à vérifier. Mon mari m'avait autrefois abandonnée dans un pays étranger, supposant que je serais impuissante sans lui, supposant que je reviendrais en rampant une fois que j'aurais appris ma leçon. Au lieu de cela, dans la terre fertile d'un nouveau pays et la bonté inattendue d'étrangers, j'avais trouvé un terreau fertile pour planter de nouvelles racines, des racines plus fortes et plus profondes qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Parfois, les actions les plus cruelles produisent les plus beaux cadeaux. En essayant de me briser, Antoine m'avait involontairement libérée.